Bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver pour le deuxième webinaire Tendance Vigno-Vin 2021. Je suis Alain Courbière, chargé de mission pour Vigno-Vin et consultant marketing en vin spiritueux. Je vais demander à tous les acteurs de la table de ronde d'ouvrir leur caméra et de me retrouver de manière à ce que vous puissiez voir tout le monde. Donc, je vais inviter tous mes collègues à me retrouver. Voilà. La totalité des participants, je les vois arriver, parfait. Je vais commencer par accueillir Vincent Ferrari. Vincent, merci de lever la main pour t'identifier, pour que tout le monde te voit. Voilà. Bonjour Vincent. Alors Vincent, c'est le couteau suisse de Vigno-Vin. Hein. C'est l'homme à tout faire de Vigno-Vin. C'est lui qui est à la réalisation qui a organisé les webinaires et qui est à la réalisation, et c'est lui qui va être aux commandes aussi, qui va filtrer vos questions, les rerouter, donc qui va vraiment mettre toute l'organisation en place. Vincent est un expert en webmastering, community management et stratégie web. Nous avons débuté hier, je vous le disais, le webinaire par le conditionnement et notamment l'éco-conception. Ça a été un vrai succès. C'est un succès encore aujourd'hui. Vous êtes nombreux dans la salle et je vous en remercie. Et vous le savez, on continuera demain à 11 h pour finir nos webinaires, demain à 11 h avec le webinaire sur les tendances pour la viticulture. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Non, avant de parler aujourd'hui, juste que je vous précise une chose. Les formats d'intervention, nous avons souhaité qu'ils soient courts. Ne soyez pas surpris, les intervenants vont parler de l'ordre à 5-6 minutes. L'idée, c'est de faire bien évidemment un teasing sur les tendances, qu'ils ouvrent bien évidemment et qu'ils ne soient pas trop longs dans les présentations. Des présentations de 15 ou 20 minutes, vous voyez le nombre de participants autour de la table ronde, ce serait tout simplement indigeste. Donc, je leur ai demandé de faire un format court, ils l'ont parfaitement respecté. Vous pourrez retrouver en bas, tel que vous l'avez là sur la présentation, les coordonnées des intervenants. Donc, vous allez retrouver leur société, leur nom, leur mail et leur numéro de téléphone. Vous pourrez repérer ça parce que ça peut éventuellement vous servir au moment des questions, on y reviendra. Et puis, je vous rappelle aussi que ce webinaire est enregistré, donc entièrement, et que vous pourrez retrouver sa diffusion dès la semaine prochaine en streaming sur le site Vigno-Vin. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui, effectivement? On va parler de processus de révision, de vinification biologique, mieux analyser et raisonner les apports. On va parler d'alternatives au col animal, comment limiter les sulfites également, d'impact des changements climatiques sur la vinification. On parlera d'agroœnologie et on parlera aussi des technologies, des nouvelles technologies de chai, du feng shui du chai, comment on peut optimiser ses surfaces, harmoniser ses énergies. Et on parlera enfin de microbiotique. On parlera entre autres des brettes qui sont si désagréables à la dégustation. Alors, pour parler de tout ça autour de la table ronde, eh bien, on a une belle brochette d'experts. Donc, je vais les nommer dans l'ordre de passage, puisqu'ils vont intervenir dans cet ordre-là. Je vous demanderai de vous identifier. Bon, on a Antoine Bruot. Bonjour Antoine. Salut. Œnologue commercial du Jardin Saint-Laurent. On a avec nous Arnaud Soulier. Arnaud, bonjour. Lève la main, bonjour. Directeur marketing de Sofralab, qui interviendra en second. Puis on a Roman Tournier. Où il est Roman? Il est là, oui. Bonjour Roman. Chargé de développement projet chez Ingevin. Interviendra ensuite Jean Harpin. Bonjour Jean. Bonjour. Salut. Donc Jean, directeur général de Lamoureux. Et puis Yannick Cador. Yannick, tout à fait. Bonjour Yannick. Chef de produit Flavie chez Bucher-Valin. Et on terminera par Jordan Devin, qui est le… Bonjour Jordan, salut. Business Development Manager chez Biomérieux. Bon, chaque expert restera seul à l'écran, vous verrez, de manière à ce que ce soit beaucoup plus agréable. On coupera tous nos caméras, on vous laissera chaque fois seul à l'expert. On enchaînera toutes les interventions, donc les 6 interventions. On ne limitera pas, on ne coupera pas pour poser les questions. Les questions seront posées à la fin des interventions. Pour autant, vous pouvez poser vos questions pendant la diffusion et pendant les interventions des experts. C'est l'idée même. Pour ça, et si vous ne savez pas comment vous poser vos questions, et si vous ne connaissez pas GoToWebinar, je vous donne la petite astuce. Vous avez en haut à droite de votre écran une petite flèche rouge. Je vous invite à cliquer dessus pour dérouler la fenêtre. Et à ce moment-là, vous allez apparaître toute une série d'onglets, dont un onglet qui s'appelle « Questions ». Vous ouvrez cet onglet et vous pourrez formuler toutes vos questions. Je vous le disais, Vincent traitera toutes les questions de manière à me les rerouter. C'est donc de cette manière qu'on va procéder.
Alors, on va tout de suite passer à la première présentation. Et je vous demande donc tous de couper vos caméras et on va laisser Antoine tout seul avec notre salle pour lancer sa première présentation. Yannick, merci de couper ta caméra si tu le peux. OK. Ok. Bon, eh ben, très bien. Je te remercie, Alain, pour cette belle présentation. Effectivement, on va passer 5 minutes ensemble. Voilà, moi, je m'appelle donc Antoine Gruau et eh bien, j'ai la charge cet après-midi de vous parler des tendances, notamment en ce qui concerne la partie analyse. Effectivement, aujourd'hui, le monde de la viticulture et de l'œnologie fait face à de nouveaux défis. Ça, c'est une certitude. Depuis 20 ans, on voit émerger de nouveaux défis. C'est, je dirais, ce qui fait le sel aujourd'hui de nos activités, de vos activités, parce que eh bien, beaucoup de choses sont à inventer, à réinventer. La nécessité de trouver des solutions d'adaptation pérennes, je pense que vous serez d'accord avec moi là-dessus, c'est que eh bien, on doit trouver ces solutions pour s'adapter à la demande du consommateur, s'adapter aussi par rapport à l'opinion publique aussi, et de mieux faire connaître nos métiers et d'apporter encore davantage de garanties et de traçabilité. Ça, c'est important. Des enjeux socio-économiques qui sont prépondérants. C'est vrai que la filière vitivinicole fait vivre beaucoup de monde en France et eh bien, il y a des enjeux socio-économiques qui sont vraiment prépondérants. Et puis, eh bien, le green is good, l'essor de l'agriculture biologique, bah, aujourd'hui, on ne peut plus considérer que c'est un épiphénomène. Il y a aujourd'hui un essor tel que, eh bien, il y aura ceux qui ont pris le pas et ceux qui regarderont les trains passer. Et je pense que l'agriculture biologique, eh bien, elle doit aussi s'adapter et avoir cette technicité parce que, eh bien, le vin reste quand même un produit vivant. Ça, c'est depuis les travaux de Pasteur, je dirais que on a mieux connu et mieux considéré cet aspect, mais il reste quand même à mi-chemin entre le jus de raisin et le vinaigre, et la nécessité d'analyser, elle est importante. Donc l'analyse aujourd'hui, elle doit être raisonnée comme un outil d'aide à la décision pour le vinificateur. Je parle bien, et retenez bien cela, l'outil d'aide à la décision. Voilà, c'est pas anodin parce qu'on va parler de réduction d'intrants parmi les prochains intervenants. Eh bien, cet outil d'aide à la décision, il sera fondamental. Ce n'est qu'à partir des données analytiques que le vinificateur pourra anticiper et justifier ses choix. Alors, mieux analyser, vous allez me dire, bah, mieux analyser, pourquoi bah, pour mieux raisonner ses apports, c'est ce que je viens de dire. Et je vous donne un exemple. Eh bien, dans le cas d'un état sanitaire dégradé, en présence de micro-organismes type Brettanomyces ou Aspergillus, eh bien, on a toujours considéré qu'il fallait protéger la vendange, voilà, mettre du SO2, inerter, traiter les lots plus rapidement, contrôler les concentrations en azote ammoniacal et ajuster éventuellement les apports en azote ou en bioactivateur. Mais alors pour cela, encore faut-il avoir des indicateurs. Comment je contrôle? Aujourd'hui, la photométrie, notamment, permet d'avoir des analyses rapides à ce sujet-là. Et puis, contrôler les concentrations en acide gluconique. Si demain, vous recevez des mous, eh bien, c'est un excellent traceur pour savoir si vous êtes issu, vos mous sont issus d'une vendange saine ou dégradée. Enfin, bah, avoir connaissance parfaite des paramètres de base, le TAVP, le pH et l'acidité totale. Eh bien, dans les tendances que moi j'observe et que nous observons au sein des laboratoires du Jardin Saleron, eh bien, le viticulteur, l'opérateur aujourd'hui, il veut gagner en autonomie et sans forcément se transformer en laborantin. Alors, bah, il y a l'analyse visuelle, ça c'est, je dirais, une qualité que chacun d'entre vous possédez. Vous êtes tous des fins observateurs. Et puis, bah, on a du mal à aller sur l'analyse physico-chimique parce qu'on se dit, bah, c'est peut-être un peu compliqué pour moi, et pourtant c'est un élément fondamental. Et puis l'analyse microbiologique qui aujourd'hui a fait des pas de géant, mais et c'est un faible mot. Donc le suivi analytique des vins optimisé pour mieux gérer, bah, l'idée c'est pas d'opposer interventionniste et non interventionniste. L'œnologie, moi en tant qu'œnologue, bah, l'énologie c'est la science du vin. Alors comme tout travail scientifique, ça doit s'appuyer sur des faits, sur des données et non sur des intuitions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ressentis dans la vinification, mais
souvent ce ressenti doit être corrélé à des données techniques. Et l'analyse des paramètres santé du vin, elle est donc primordiale. Nombreux sont les viticulteurs, les vinificateurs qui me disent oui, Antoine, comment on fait aujourd'hui? Comment je peux faire pour simplement mesurer l'acidité volatile, mieux suivre le SO2 et de manière répétable, le pH, l'oxygène dissous, les micro-organismes indésirables? Eh bien, il existe des solutions simples et rapides. Alors, le constat et les impacts des changements climatiques, vous l'avez tous vérifié. Si vous regardez vos carnets de rentrée de vendange sur les 20 dernières années, la date de récolte, elle a assurément avancé. Et puis, la maturité technologique est de plus en plus poussée, avec des TAVP plus élevés, des acidités plus faibles. La conséquence, c'est bien sur le style de vin, le développement des micro-organismes, la stabilité et l'extraction de la matière colorante, et j'en passe. Et puis j'ai enfoncé une porte parce que, on parle de tendance et je pense que c'est important aussi d'aller aussi sur ce terrain-là. Le matériel variétal. Vous savez, les décrets d'appellation, ils ont 50 ans et plus aujourd'hui. Vous serez d'accord avec moi que les cépages et les conditions climatiques que l'on connaît aujourd'hui ne sont plus celles d'auparavant. Et qu'en est-il des Cabernet Francs, par exemple, du Val-de-Loire, qui atteignent 14,5 à 16 degrés potentiels? Voilà. Eh bien, la question à se poser, c'est peut-être que demain, on va devoir aussi se poser la question sur le matériel variétal autorisé sur les décrets. Enfin, les nouvelles technologies dans les chais, l'interaction homme-machine, nous, chez les laboratoires du Jardin Saleron, on s'est posé cette question-là qui est fondamentale. Avoir une interaction homme-machine qui soit intuitive, tel est le cas sur le titre Aevo. Des instruments connectés avec une connectivité Bluetooth pour apporter de la réactivité, de la simplicité pour les opérateurs. Et enfin, l'intelligence artificielle, moi je pense que c'est un des axes qui va faire des pas énormes dans les années à venir. Donc, pour résumer, l'approche œnologique aujourd'hui, elle doit être globale. Avant, on analysait pour se rassurer ou pour valider des données réglementaires. Aujourd'hui, l'analyse se veut prédictive, intuitive et accessible au plus grand nombre. Donc, les enjeux sociétaux, ils demandent encore plus de traçabilité de données chiffrées. Ça, c'est une tendance qui est vraiment lourde. Et il est fort à parier que de nouveaux paramètres analytiques deviendront plus accessibles et pourront être utilisés comme faire-valoir dans le cas de négociations commerciales. Alors, je vous remercie pour votre attention. Vous pourrez me contacter à l'adresse située sur cette diapo. Et puis, j'ai laissé la place à Arnaud de la société Sofralam. Je vous remercie et puis bon après-midi à tous. Merci Antoine, merci pour cette intervention rapide et efficace. En parlant de variété de vignes, il est sûr qu'on reviendra assez vite et notamment demain, on parlera de toute cette partie dans la partie viticulture. Arnaud, il nous manque juste ta caméra pour que les gens puissent t'apprécier. Voilà. Donc, je vous laisse avec Arnaud de Sofralab et on se retrouve tout de suite après. Et bonjour à tous, merci Antoine, merci tout le monde pour cette présentation. Effectivement, alors nous, du coup, on va être effectivement très liés aussi à ce que tu as dit Antoine. Alors on n'a pas l'occasion d'aborder souvent toutes les tendances en œnologie, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup en ce moment. Mais voilà, une des priorités, effectivement, c'est les vinifications biologiques. Voilà, c'est une tendance très forte où beaucoup de clients aujourd'hui, effectivement, se convertissent. Donc, nous, il faut qu'on les accompagne. Donc, aujourd'hui, effectivement, 80% des produits œnologiques qui sont aujourd'hui chez nous proposés sont autorisés en vinification biologique. D'ailleurs, nous, au niveau de nos développements R&D, aujourd'hui, c'est vraiment une démarche extrêmement importante. Ensuite, au niveau de la diminution des sulfites, c'est vraiment aussi une tendance très forte au niveau des besoins des acheteurs. C'est clair qu'aujourd'hui, beaucoup de caves et de clients nous demandent de diminuer les doses de sulfite. Paradoxalement, dans des conditions climatiques qui changent, tu l'as dit aussi Antoine tout à l'heure, et du coup, on a des problématiques microbiologiques qui sont de plus en plus importantes, avec des maladies, notamment comme la maladie de la graisse, qui reviennent dans quelques cas, voilà, ce qui est assez surprenant.
des choses qu'on ne voyait pas depuis de nombreuses années. Voilà, donc c'est un point important aussi à prendre en considération et à bien gérer cette tendance aussi de diminution du SO2 avec une révision bien entendu du process. Voilà. Ensuite, une tendance très lourde qu'on voit aussi maintenant depuis de nombreuses années. À l'époque, le groupe Sofralab, on en avait parlé dans les années 95, c'était très avant-gardiste à l'époque avec le développement des cols végétales. Mais maintenant, depuis 3-4 ans, c'est vraiment un raz-de-marée au niveau des demandes de nos clients de substituer en fait les cols d'origine animale vers des cols d'origine végétale. Donc, exit la gélatine, les cols de poisson que vous connaissiez, qui sont des très bons produits, hein. Et donc, du coup, ça n'a pas été une mince affaire de pouvoir les substituer, mais nous y sommes arrivés aujourd'hui avec les produits que j'ai cités là, voilà, les protéines végétales, chitosan, extraits protéiques de levure, qui font partie des outils intéressants. Voilà. Bon, la tendance 4, je crois que tous mes collègues vont la citer aujourd'hui, hein, c'est les conséquences du changement climatique qui vont nous impliquer de revoir nos méthodes, d'être plus précis, effectivement. L'augmentation des pH aussi va nous amener aussi à revoir nos protocoles, revoir les profils vins, revoir du coup les dates de récolte aussi, ce qu'on a déjà fait, l'encépagement aussi. Il va y avoir des choses très intéressantes. On a vinifié, j'ai eu l'occasion de déguster certains Sauvigny gris, cépage qui a été planté dernièrement dans le sud. On a réussi à avoir des pH de 2,9, qui est très compliqué à avoir, notamment dans le sud de la France, et des pH qu'on retrouve plus souvent dans des contrées champenoises. Mais voilà, ça fera partie peut-être des outils de demain. Et donc, du coup, il va falloir aussi s'adapter. Voilà. Alors, s'adapter, c'est aussi effectivement mieux analyser, mieux comprendre pour mieux traiter, pour être aussi dans une agroœnologie raisonnée, hein, ce que l'on a appelé. C'est effectivement, l'œnologue aujourd'hui ne doit pas s'arrêter simplement, ou en tout cas ne doit pas commencer son travail uniquement en cave, mais il doit aussi, on le pense en tout cas très fort, pour prendre de l'avance et pour faire prendre de l'avance à nos clients, avoir une approche aussi vigne-vin. Voilà. Et donc, simplement, rapidement, pour exprimer un petit peu le travail qu'on a initié ces dernières années sur cette approche d'agroœnologie raisonnée, c'est aussi de mieux caractériser, par exemple, dans l'atelier de collage, pour coller mes mous, coller mes mous de blanc ou de rosé, et effectivement, arriver à avoir des règles métiers qui sont beaucoup plus précises. Donc, on a équipé, nous, nos oenologues, cette année de capteurs pour justement orienter, en fait, par rapport à une qualité de mou, et bien mettre le bon produit à la bonne dose. Voilà, je crois que ça passe par là. C'est un travail que l'on a fait depuis plusieurs années, notamment à la vigne. Nous avons des choses très intéressantes qu'on pourra vous montrer aussi en suivant, mais ce n'est pas l'objet du jour. Mais l'objet du jour, c'était vraiment de parler de ces tendances qui sont pour nous des tendances lourdes qu'on retrouve en France, mais qu'on peut retrouver aussi en Europe et à l'étranger, et qui sont des opportunités et auxquelles il va falloir faire face, et qui sont aussi extrêmement intéressantes pour les années à venir. Voilà, je vous remercie de votre attention. Pour plus d'informations, vous pouvez bien entendu me contacter ou contacter mon collègue Guillaume Marty qui s'occupe aussi de la partie développement France. Et puis, je reste à votre écoute, et puis je vous souhaite une bonne continuation avec mes collègues, et on se retrouve certainement après pour des questions. Merci à tous. Merci Arnaud, merci pour cette intervention. On va accueillir maintenant Roman Tournier, chargé de développement chez Ingevin. Roman, merci de lancer ta présentation. Arnaud, on te retrouve tout à l'heure. Merci de couper ta caméra. Et je vous laisse avec Roman. Merci Alain. Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre webinaire va traiter donc des tendances en vinification, et plus particulièrement dans le cas donc de l'ingénierie vinicole, de ses influences sur la conception de chais de vinification.
Donc, nous, NG20, qu'est-ce qu'on a remarqué depuis ces dernières années en termes de conception? C'est dans un premier temps la réelle volonté des structures, que ce soit des structures coopératives ou des vignerons particuliers, la volonté de monter en gamme, d'augmenter la qualité de leur production. Donc, par quoi est-ce que ça passe? Ça passe par différentes exigences, que ce soit pour les structures coopératives, l'implantation d'ateliers de vinification qualitatifs au sein de leurs bâtiments existants, ou pour des vignerons particuliers, la mise en place, par exemple, de la réception gravitaire pour les vinifications. Également, tendance extrêmement importante, c'est la réduction des lots, la réduction de la taille des cuveries pour notamment favoriser les vinifications parcellaires qui sont de plus en plus plébiscitées de nos jours. Enfin, également, deuxième tendance importante, c'est la montée de l'œnotourisme. Nous avons de plus en plus de clients, de vignerons qui nous demandent d'intégrer des magasins de vente au sein de leur structure de production. Donc, également d'insérer des circuits de visite au sein du lieu de production. Également, l'aspect esthétique du lieu de production est de plus en plus important. Ça devient même quelque chose de majeur. On nous demande d'avoir un chai beau, un chai qui attire l'œil et un chai qui attire tout simplement le client. Enfin, troisième tendance et pas les moindres, nous pensons que ça va devenir de plus en plus important avec les années qui arrivent et notamment le réchauffement climatique. Je rejoins un peu ce que disait Arnaud, c'est la sensibilité des producteurs à leur impact sur leur environnement. Nous, en conception, on nous demande également de plus en plus de faire attention aux matériaux qui sont choisis pour concevoir le bâtiment, des matériaux qui ont un impact carbone le plus bas possible. On nous demande également de mettre en place, de concevoir des outils qui vont permettre une optimisation de l'utilisation de la consommation d'énergie, de la consommation d'eau. Donc voilà, fort de ce constat et de cette dernière tendance qui est de plus en plus plébiscitée, nous avons mis au point un petit guide pratique des bonnes pratiques justement en éco-conception. Donc, une des premières notions importantes à connaître quand on veut créer un chai durable, c'est l'énergie grise, qui n'est pas réellement connue de tous. Qu'est-ce que l'énergie grise? C'est l'énergie consommée au cours du cycle de production d'un matériau. Donc, dans le cas d'un chai de vinification, ça va être l'énergie consommée par la construction des matériaux utilisés pour sa construction, l'énergie que le chai lui-même utilisera au cours de son cycle de vie, et également l'énergie qui sera utilisée lors de la fin de vie du chai, notamment pour recycler le matériel. Donc, cette notion en énergie grise est importante puisqu'elle représente plus de 50% de l'énergie consommée et des impacts carbone d'un chai de vinification. Deuxième notion importante lors de la conception d'un chai, c'est la différence entre l'isolation et l'inertie. Donc, généralement, lorsqu'on veut isoler notre chai, on va avoir tendance à vraiment beaucoup l'isoler. Donc, quelle est la différence entre l'isolation et l'inertie? L'isolation est une propriété qui va permettre d'empêcher un transfert de température entre un milieu et un autre, alors que l'inertie va, elle, juste permettre de lisser ce transfert de température. Or, comme je le disais précédemment, les producteurs et les vignerons vont avoir tendance à réellement beaucoup isoler leur chai, notamment pour les périodes de vinification, pour permettre de garder une température ambiante optimale lors des vinifications. Sauf que nous nous sommes rendus compte qu'un chai trop isolé a, dans un premier temps, un impact carbone important puisque ces isolants tels que la fibre de verre ont une énergie grise importante. Et deuxième point important, la chaleur n'arrivait pas à sortir du chai tout simplement à cause de l'isolation qui était beaucoup trop importante.
Enfin, troisième point, de nos jours, il existe des dispositifs qui permettent de récupérer l'énergie produite au cours des vinifications. Je pense à du matériel qui permet de récupérer la chaleur produite par les groupes de froid ou bien par les compresseurs d'air. Cette chaleur, cette énergie produite peut être réutilisée à des fins sanitaires, par exemple pour chauffer l'eau de nettoyage au chai. Enfin, je voudrais attirer votre attention sur ce que nous considérons comme un petit peu le grand enjeu des chais de demain, c'est la densité. Comme je disais tout à l'heure, on se retrouve avec des cuves de plus en plus petites pour favoriser la vinification parcellaire. Le problème de ces petits contenants, de ces petits volumes, c'est qu'ils prennent de plus en plus de place et cette place n'est pas optimisée, ce qui fait qu'on se retrouve dans beaucoup de chais, comme vous pouvez le voir sur la photo de droite, avec des volumes d'air monstrueux, avec des bâtiments qui ont plus d'air que de vin, sauf que cela a un inconvénient, ça demande des frais de climatisation importants et une consommation en énergie en eau très importante puisque la surface est parfois doublée. Donc, si vous regardez la photo de gauche, le réel enjeu est d'arriver à concevoir des outils optimisés qui consomment le moins de mètres carrés possible, puisque finalement, le mètre carré le plus écologique, c'est celui qui n'est pas construit. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et je laisse la parole au prochain intervenant, Lamoureux. Je t'entends pas, Alain. Je pense que ton... Alors effectivement, il y avait un petit problème de micro, pardon, j'avais oublié d'ouvrir mon micro, voilà, c'est la technique. Je disais effectivement, Romain, merci. On reparlera d'énergie grise, puisque je sais qu'il y a des questions qui arrivent dans ce sens-là. Je vais vous laisser avec Jean Harpin, directeur général de Lamoureux, et je vous dis à tout à l'heure, en ne pas oubliant d'ouvrir mon micro tout à l'heure. À tout de suite. Merci bien. Alors, j'espère que tout le monde voit bien ma présentation. Donc, ce que je voulais, merci et bienvenue dans ce webinaire. Donc, Société Lamoureux, nous sommes spécialisés dans tout ce qui est traitement thermique au chai et automatisme divers dans toute l'élaboration du vin. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un équipement qu'on a mis en place. Ça va être tout ce qui va être robotisation pour le remplissage des cuves en gravitaire. Voilà. Alors, de plus en plus, le choix des viticulteurs, des vinificateurs, ça va être de pouvoir définir sa parcelle et de pouvoir la vinifier dans une cuve appropriée. Donc, c'est pour ça qu'on rencontre de plus en plus de petits contenants pour réaliser ce type d'opération. Donc, tout commence à la vigne, bien sûr. Via un logiciel de traçabilité, le vinificateur va définir sa zone de parcelle, la diriger vers la cuverie préférentielle. Donc, la récolte se fait, on remplit soit des bacs, des cagettes ou directement une benne à vendange. Cette benne est identifiée et ensuite, on arrive au chai. Au cuvier, donc le tracteur se positionne, on vidange la vendange sur la réception vendange et on va remplir directement les cuvons, donc ces fameux cuvons qui sont habituellement manuels et on va venir les positionner sur les cuves. Donc là, on a développé un cuvon autonome, un Kobo, qui permet de transporter en autonomie complète, sans aide de personne, directement la vendange sur la cuve. Voilà. Donc ce Kobo à vide, on va lui faire reconnaître son chemin pour qu'il puisse après reproduire à chaque fois son approche sur la cuve finale. Voilà. Donc sur cette petite présentation, on peut avoir donc la réception vendange au rez-de-chaussée et par l'intermédiaire d'un ascenseur, le cuvon qui se retrouve à l'étage pour après se positionner directement sur la cheminée. Sur la cheminée, on va retrouver des
des identifiants, donc de type QR code. Le cuvon mobile va rouler au-dessus des cheminées. À chaque fois, il va lire cet identifiant jusqu'à temps de trouver la bonne cuve. Et là, il va se positionner le plus finement possible sur la cheminée et vidanger son contenu. Voilà. Ensuite, il va continuer son chemin à vide, revenir dans une zone de lavage pour après se repositionner sur le remplissage et ainsi de suite. Voilà. Donc l'intérêt de ça, c'est que ces cuvons qui sont quand même relativement lourds, qui vont peser, puisque c'est des contenants de 5 à 9 hectos, donc presque 1 tonne sur les gros, donc qui sont quand même assez difficiles à manipuler. L'intérêt de ça, c'est que du coup, on n'a plus d'opérateur qui va forcer pour faire cette opération. Et ensuite, on sécurise le remplissage dans la bonne cuve, ce qui pouvait des fois arriver avec des opérateurs. Voilà. Deuxième tendance, ce sont des évolutions de vinification et tout particulièrement en rouge, ce qu'on rencontre de plus en plus, ça va être les débourbages en vinification rouge. Donc la première opération consiste bien sûr à remplir la cuve de vinification, donc soit en mode gravitaire comme on a pu le voir tout à l'heure avec des cuvons, mais ça peut être aussi en classique avec de la tuyauterie vendange ou du tapis. La vendange est remplie dans une cuve de vinification, vendange entière. Cette cuve est reliée à un système de thermorégulation, donc plus ou moins performant, donc soit avec de l'eau classique ou de l'eau à basse température glycolée à -5 degrés. Quand cette cuve est complètement remplie, on va pomper un maximum de jus. Donc là, pour ça, il faut une grille, une persienne avec une grosse surface d'échange. Et on va prendre ce maximum de jus pour le stocker dans une petite cuve où là, on va faire ce fameux traitement thermique. Donc cette cuve qui est soit un garde-vin, un chapeau flottant ou un système d'inertage pour éviter des oxydations des jus, est raccordée à un système de refroidissement performant, donc là impératif, avec de l'eau aux alentours de -5 degrés, et la cuve, la température de la cuve va chuter. Au bout pendant 12 heures de refroidissement, le jus clair va rester en surface et les bourbes vont se trouver dans le bas de la cuve. À la suite de ces 12 heures, on va donc directement pomper tout ce jus clair et le réintégrer dans la cuve de vinification. Les bourbes, elles, sont filtrées à part. Donc, quand on retrouve cette cuve de vinification, le fait de réinjecter ce jus aux alentours de 0 degré, la cuve va se retrouver à 7 degrés. Donc, on va pouvoir derrière faire du préfermentaire à froid, ou dans tous les cas, on va pouvoir cadencer sa fermentation. Voilà. Donc, retarder, avoir des cycles et prendre le temps de faire les bonnes opérations, remontage, cheptélisation s'il y a besoin, enfin voilà, toutes les opérations, on va pouvoir prendre le temps de réaliser cette fermentation alcoolique. Voilà pour notre présentation de ces tendances. Voilà. Merci pour votre écoute et nous restons à votre écoute. Merci beaucoup, Jean. Je n'ai pas oublié d'ouvrir mon micro, c'est parfait. Intéressant cette interaction entre le robot et le vigneron qu'on voit apparaître dans les caves. On l'avait déjà vu et on le verra encore demain dans la viticulture. Donc, on va accueillir Yannick. Yannick Cadeau, chef de produits Flavie chez Bucher-Valin. Yannick, ton micro est coupé ou je t'entends, voyons? Mon micro est ouvert. Oui. Alors, ton micro est bien ouvert. Je te laisse avec la salle et on se retrouve après. Ok, merci bien. Alors, écoutez, bonjour à tous et bienvenue pour cette session. Alors moi, mon intervention va porter effectivement sur les tendances en vinification, mais plus particulièrement sur, on va dire, l'ensemble des opérations de filtration. La filtration étant quand même une étape clé dans tout le processus d'élaboration d'un vin. Alors, lorsqu'on interroge, on va dire, l'ensemble des différents acteurs qui tournent autour de cette technique, il en ressort 5 tendances qu'on va vous présenter concernant donc les opérations de filtration. La première, bien entendu, concerne la qualité produit.
qui va être suivi par toute cette notion d'impact environnemental de la technologie, et notamment de sa réduction sur l'impact environnemental. La maîtrise des coûts opérationnels est aussi un point clé, de nombreuses fois revenu auprès des personnes qu'on a consultées. Gagner en sérénité et tout ce qui est conditions de travail des opérateurs, ça aussi c'est un point qui est systématiquement remonté. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis un certain nombre d'années maintenant, il y a une technologie qui est apparue dans les chais. Cette technologie-là, elle a jamais cessé d'évoluer de par à chaque fois les multiples demandes d'applications, et à chaque fois elles étaient nouvelles, que ce soit sur la filtration des vins ou la filtration des bois. Cette technique-là, il s'agit effectivement de la filtration tangentielle, et elle, cette technologie-là, aujourd'hui, on peut dire qu'elle répond parfaitement à l'ensemble de ces exigences qu'on a citées précédemment. Par exemple, sur la partie qualité produit, on va dire que la filtration tangentielle, elle ne transforme pas le vin. Elle va conserver toutes les caractéristiques physico-chimiques du vin ou toutes les qualités organoleptiques aussi du vin qui aura été filtré. On a parlé tout à l'heure de changement climatique. On a effectivement des vins avec des pH un peu plus élevés qui vont être beaucoup plus fragiles au niveau de la stabilité microbio. Et bien là aussi, la filtration tangentielle va pouvoir aussi mieux protéger les vins et aussi avoir une application particulière contre les attaques de brette. Et ça répond aussi à l'exigence de plus en plus fréquente de la réduction des sulfites. Sur l'aspect réduction impact environnemental, là aussi, on a des arguments forts en termes de consommation en eau, en termes de consommation électrique qui peut être très, très fortement réduite en fonction de certains profils de vin. Et bien sûr, on va avoir l'élimination de toutes les terres de filtration et ne plus avoir à gérer le retraitement de ces terres. Donc ça, ce sont deux critères importants sur lesquels, effectivement, la filtration répond parfaitement. Et puis, sur la maîtrise des coûts opérationnels, là aussi, quand on fait des coûts comparatifs, on voit une réduction très, très sensible jusqu'à 30%, avec des durées d'allongement des cartouches au niveau de la mise en bouteille, puisqu'on a des vins beaucoup moins colmatants, avec des coûts de maintenance qui sont très maîtrisés. On va gagner en sérénité de la fiabilité, de la sécurisation machine. On a des machines très ergonomiques, des suivis à distance avec des applications mobiles, etc. Donc voilà, on vient faciliter le travail des opérateurs, tout comme des conditions de travail opérateurs qui vont être favorisées. Là, on est vraiment dans le progrès sur cet aspect-là par ne pas respirer de poussière, réduire la pénibilité au travail, qui est un élément aussi qui revient très, très fréquemment dans les chais. En quelques mots, pour ceux qui se posent la question de ce que c'est que la filtration tangentielle, il faut savoir que c'est une filtration à travers une membrane de filtration. Donc, vous avez une illustration ici sur la droite. Vous avez un produit qui est très chargé, qui va rentrer dans une boucle de filtration, passer à travers une membrane et va sortir filtré. Et toutes les impuretés vont se rester piégées dans cette boucle de filtration. Voilà. Donc, ce sont des machines entièrement automatiques qui vont gérer de A à Z l'ensemble du processus de filtration. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette filtration-là va aussi offrir des opportunités nouvelles, et notamment de permettre de se substituer à tout ce qui va être collage en cuve. Hein, ici, on représente la chaîne complète d'un processus de collage jusqu'à le produit final prêt à être mis en bouteille, et on voit l'ensemble des opérations de cave et de chais qui sont nécessaires d'être réalisées pour arriver jusqu'à un produit prêt à la mise en bouteille. Eh bien ici, on va venir tout simplifier en une seule opération. Un vin qui n'est pas stable et pas filtré, en une opération, il sera stable, filtré, prêt à la mise en bouteille. Ça va aussi impacter, réduire l'impact effectivement environnemental de notre machine, puisqu'on n'aura plus des opérations de transfert de nettoyage lors de cette opération-là. On va avoir un vin qui va être prêt plus rapidement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le mettre sur le marché beaucoup plus vite. Et puis, on va plus avoir à gérer les fonds de cuve. Donc, on va encore simplifier toutes ces opérations-là. Et ça va aussi effectivement impacter et jouer sur la pénibilité au travail. On rend le travail beaucoup plus facile pour les opérateurs. Donc voilà, cette technologie de la filtration tangentielle, aujourd'hui, on peut dire, répond parfaitement à ces 5 critères. Donc voilà, je vous invite, si vous avez des questions particulières, effectivement, à les poser tout à l'heure, à l'issue ou alors vous avez ici mes coordonnées pour pouvoir me joindre directement. En tout cas, j'en ai terminé pour ma présentation, et puis je vais laisser la main donc à Jordan Devin pour la société Biomérieux. Et puis en tout cas, un grand merci pour votre écoute. Merci Yannick. Oui, en fait, n'attendez pas à poser vos questions, n'attendez pas à la fin.
Je vous invite à les poser dès à présent sur l'onglet questions, de manière à ce qu'il y ait plus de fluidité. Vous pouvez d'ores et déjà poser des questions, même pour les premiers intervenants. Jordan, on a un très beau ciel, mais ce n'est pas ta présentation, vraisemblablement. Donc, merci de lancer ta présentation. Jordan Devin, business developer chez Biomérieux. Donc, on n'a pas ta présentation à l'écran pour l'instant. Ouais, normalement. Voilà, ça doit être bon là. Ça y est, merci de la lancer. Je te laisse avec la salle, on se retrouve après. À tout de suite. Bonjour à tous. Merci d'être présent pour cette intervention. Donc, je suis Jordan Devin. Donc, moi, je vais vous parler des tendances concernant le contrôle microbiologique au chai et je représente la société Biomérieux. Donc, concernant le contexte microbiologique au niveau du chai et dans le vin de manière générale, bon, on en a parlé à plusieurs reprises dans les précédentes présentations. Mais il y a des éléments en effet qui sont intéressants ou pas sur la partie microbiologie. En tout cas, on voit qu'il y a une évolution du marché du vin bio qui implique des réductions d'un certain nombre d'utilisations, notamment des sulfites, qui va induire finalement l'intérêt de se tendre de plus en plus sur du contrôle de proximité au niveau qualité, au niveau microbiologique pour pouvoir contrôler son produit parce que il y a plus de risques du coup de par ce contexte d'évolution du marché. Également, on va avoir en parallèle quelque chose dont on a parlé à plusieurs reprises, le réchauffement climatique va également induire des évolutions au niveau du produit, au niveau du vin, avec des vins plus sucrés. Et qui dit des vins plus sucrés dit des risques potentiels de contamination beaucoup plus importants, et notamment des contaminations par l'ennemi numéro 1 qu'on va retrouver en termes de micro-organismes, qui est le Brettanomyces bruxellensis. Donc, on voit qu'il y a un intérêt de pouvoir contrôler la qualité du produit. C'est quelque chose qui est de tendance au niveau des différents domaines. Dans ce contexte, pouvoir contrôler au chai, donc pouvoir contrôler quel micro-organisme, essentiellement le Brett, qui est vraiment l'ennemi numéro 1. Alors, il va y avoir d'autres micro-organismes. On va également avoir des bactéries lactiques qui vont provoquer des détériorations par rapport au produit. Mais essentiellement, on s'oriente vers le Brettanomyces bruxellensis. Alors en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on se rend compte que c'est ce qui est indésirable au niveau du Brettanomyces, c'est les métabolites qui sont produits, c'est-à-dire les phénols volatiles, 4-éthylphénol et 4-éthylguaiacol, qui vont donner ce goût, cette odeur de sueur de cheval, un petit peu cuir au niveau du produit. Et ça, en définitive, quand on détecte les métabolites, c'est déjà trop tard. Donc en fait, l'intérêt qu'on a au niveau du chai, au niveau du domaine, c'est non pas forcément uniquement aller chercher les phénols volatiles, mais aussi aller détecter le micro-organisme avant même qu'il vienne dégrader les substrats et développer ces métabolites. Donc, il est aussi d'intérêt et aussi un besoin au niveau du terrain, c'est de contrôler le plus tôt possible ce micro-organisme et au bon moment. Pour cela, on a la possibilité, en fait, de venir contrôler à différentes étapes. Généralement, quand on vient contrôler sur le produit fini, c'est déjà trop tard parce que le micro-organisme était déjà présent bien avant au niveau de différentes étapes de vinification ou pendant les fermentations. Donc l'intérêt aussi, c'est de pouvoir contrôler au chai, mais à toutes les étapes du processus. Pour cela, c'est important de pouvoir disposer d'outils de détection précis directement sur site. C'est également une demande du terrain. Alors, il existe déjà des techniques qui existent, vous êtes déjà peut-être vous-même équipé. On a les solutions de méthode traditionnelles, donc c'est des milieux de culture basiques sur lesquels on va donc déposer notre produit pour développer par exemple les Brettanomyces bruxellensis. Ces méthodes traditionnelles c'est des choses qui existent et qui fonctionnent, mais malgré tout il y a certaines limites. Une des limites essentielles, c'est ce qu'on appelle les bactéries viables mais non cultivables. Le vin est une matrice très stressante pour les micro-organismes. Quand on va récupérer le micro-organisme dans du vin et qu'on vient le déposer sur un substrat milieu de culture, il ne va être pas dans les meilleures conditions pour pouvoir se développer. C'est ce qu'on appelle des VBNC, bactéries viables non cultivables. Elles peuvent très bien ne pas se développer sur le milieu de culture ou prendre beaucoup de jours pour se développer. Généralement, une levure sur milieu de culture, il faut attendre 5 à 7 jours. Donc qui est un temps non négligeable pour attendre le résultat d'un produit.
Donc, vous imaginez sur des micro-organismes qui sont stressés, ça peut être encore plus longtemps. Donc, on peut passer à côté des micro-organismes. Il y a également aussi l'utilisation de biologie moléculaire, donc par exemple la PCR traditionnelle. Donc, il y a un intérêt de cette technologie, mais en effet, ça nécessite une certaine expertise, ça nécessite d'être équipé d'un laboratoire, de personnes qui soient en mesure de faire les analyses directement dans le domaine. Donc, c'est vrai que ça nécessite quand même une certaine organisation et une mise en place au niveau de l'activité. Et puis, c'est des coûts non négligeables en termes d'investissement sur le matériel. En parallèle de ça, on va avoir d'autres solutions qui vont, quant à elles, détecter les phénols volatiles. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, généralement, quand on détecte les phénols volatiles, c'est déjà trop tard. Donc, l'intérêt, ce serait plutôt de pouvoir détecter avant même qu'il y ait développement de ces phénols volatiles pour pouvoir prendre le problème à cœur et de manière proactive pour faire face à cette problématique. Alors justement, j'ai quelques exemples de personnes qui ont mis en place des choses par rapport à des exemples de demandes de terrain, et notamment par rapport à des cahiers des charges spécifiques. Alors là, vous pouvez voir sans doute un domaine que vous connaissez, Jackson Family, qui est une entreprise, donc un domaine américain initialement, une famille américaine, et qui ont pas mal de domaines à travers le monde, et notamment en France, qui ont souhaité avancer sur le domaine de la microbiologie et se doter d'outils les plus performants pour pouvoir s'assurer qu'ils puissent contrôler notamment les Brettanomyces et les bactéries lactiques au niveau de leur process. Donc ce cahier des charges est le suivant, c'est-à-dire qu'ils ont souhaité avoir des outils qui puissent répondre au cahier des charges suivant, fournir un résultat le plus rapidement possible sur site. C'est-à-dire je ne veux pas attendre 5 jours, 7 jours, je veux avoir un résultat hoché le jour même. Ça, c'est un élément indispensable. Être capable d'utiliser un outil qui puisse être déployé directement au chai et par tous. C'est-à-dire que je ne veux pas forcément avoir quelqu'un qui soit spécialisé dans le laboratoire ou dans la microbiologie pour utiliser l'outil. Détecter les cellules viables et les cellules VBNC, bactéries viables non cultivables. C'est-à-dire que malgré le stress du micro-organisme, je veux pouvoir aller chercher le micro-organisme. Et également avoir une haute spécificité et haute sensibilité. Je veux avoir une information quantitative du nombre de cellules que j'ai dans mon échantillon. Donc là, on passe par de la biologie moléculaire pour pouvoir réaliser ce genre d'outil. Et dernier élément, être capable de détecter la flore d'altération, donc mon Brettanomyces, avant même d'avoir un impact sur la qualité de mon produit. Donc avant même de sentir les phénols volatiles, je veux être capable de détecter le micro-organisme. Donc, des outils ont été développés dans ce sens. Donc, l'attente du terrain, c'est de pouvoir avoir des outils pour pouvoir gagner en proactivité au niveau de être proactif au niveau de son domaine et gagner en sérénité, c'est-à-dire qu'on puisse contrôler et être beaucoup plus serein sur ce qu'on va libérer en termes de produits. Donc, les tendances au niveau de la microbiologie Hocher sont sur ces 3 points que j'ai pu vous signifier, à savoir pouvoir contrôler la qualité du produit, pouvoir disposer d'outils de détection précis sur site et également pouvoir être proactif et gagner en sérénité. Voici les différents éléments qu'on a pu constater en microbiologie et je suis également à votre disposition si vous avez des questions sur cette thématique. Bien, merci Jordan, merci pour cette intervention. On reviendra sur des questions qui arrivent déjà, notamment sur la société Biomérieux. Je vous demande à tous de rouvrir vos caméras, de retrouver la table ronde. On va rentrer sur les questions. Il y a pas mal de questions. Voilà, on retrouve nos interlocuteurs. Me manque-t-il quelqu'un? Je ne sais pas, je ne crois pas. Non, vous êtes 6. Parfait. Bien, donc il y a quelques questions. Il y a pas mal de questions qui arrivent de la salle. Une des premières qui est arrivée, je vais la prendre tout de suite. Je sais que c'est quelque chose qui te tient, Arnaud. Eh bien, évidemment, on me parle aujourd'hui. L'agroœnologie, c'est quoi? Alors, rentre pas trop dans le détail, je sais que c'est ta passion, mais on en reparlera d'ailleurs demain. Et je sais que c'est un des thèmes de webinaire qu'on envisage de lancer ensemble pour l'avenir. Explique-nous en 2 mots donc l'agroœnologie. Les micros nous sont coupés peut-être. Alors, ouvrez vos micros parce que j'ai des micros coupés. Là. Voilà, là, je t'entends. Est-ce que tu me vois ou pas? Parce que je vois pas. Oui, je vous vois tous très bien et je vous entends et la salle vous voit tous. Bon. Hop, je vais afficher tout le monde. Voilà, comme ça, je vois. L'agroœnologie raisonnée, oui, c'est un terme assez large, mais à quoi ça correspond?
Ben, c'est vraiment nous, voilà, une prise de conscience ouais, depuis quelques années, parce qu'effectivement, ouais, depuis 4-5 ans, vous l'avez dit à plusieurs reprises, mais nos clients, et vous nous écoutez aujourd'hui aussi, je pense, ont besoin de plus de précision, effectivement, d'être un peu plus précis sur ce qu'ils font, de comprendre, de savoir le réchauffement climatique. Jordan, tu l'as dit, Antoine, on a des outils analytiques aujourd'hui. Donc le conseil devient une place importante et prépondérante, et aussi la vigne. Donc la nécessité, effectivement, l'agronomie raisonnée pour nous, c'est de rassembler la vigne et l'œnologie, hein, de ne pas opposer ces deux métiers. Donc d'un côté, on a travaillé, nous, un partenariat assez fort maintenant depuis 4-5 ans avec la société Fraissinet, où en fait on a réussi à vinifier en fait des cuves tout au long du process, hein. Ils ont fait un travail sur leur nutrition au sol, et après nous on a vinifié en fait dans notre cave expérimentale, et on a vu des différences significatives techniquement en fait avec un suivi comme ça vigne-vin. Et donc on a répété cette manœuvre 3 années d'affilée, voilà. Et on voit que dégustativement parlant, il y a des significativités, des différences significatives, pardon. Donc, du coup, ça, c'est la partie vigne. Et sur la partie œnologie, eh ben, il y a effectivement raisonner les apports pour mieux comprendre. Donc, utiliser les données, les capteurs. Aujourd'hui, on en a utilisé un, mais on en a vu aujourd'hui qu'il y en avait bien d'autres avec les présentations. Mais en tout cas, avec cette donnée, ensuite, il faut derrière pouvoir avoir un architecte, en fait, hein, un consultant ou un conseil pour justement bien faire le lien entre la vigne et le vin. Et c'est justement ce qu'on va essayer de faire, voilà, ce qu'on fait déjà un petit peu de toute façon avec nos équipes de nos conseils, mais qu'on va renforcer, et en toute humilité, pour aussi partir et aider nos clients dans ce beau projet, et puis dans toutes ces évolutions climatiques qu'il va falloir faire face dans les années à venir. Voilà. Merci. J'espère avoir répondu. Je te coupe la parole parce que je sais que tu es très bavard et que c'est ta passion. Si je fais bien une synthèse, pour moi qui suis un candide complet dans l'œnologie, et vous le savez tous, donc c'est en fait commencer pour faire un bon vin à bien nourrir la vigne, et c'est l'adéquation entre le plant, la plante et le vin, bien évidemment. C'est ça, hein, l'idée. Et bien évidemment, avec les réchauffements, avec tous les nouveaux cépages et les nouvelles variétés qui sont en train d'arriver, il y a un enjeu crucial, bien évidemment, sur cette partie-là. Pour résumer, et avec mes mots à moi, hein, de manière à ce que je sais que la salle est beaucoup plus avertie que moi dans le domaine, bien sûr, de l'œnologie. Une question exactement pour ça. Ouais, tout à fait. Oui, une question pour Jean. Jean, je lis la question. Quel est l'intérêt du débourbage des rouges? Il y a marqué débourbage en vinification rouge. Pourquoi effectuer le débourbage dans une cuve séparée? Ne peut-on pas débourber dans la cuve d'origine avec les pellicules? Alors, on a beaucoup de clients, non, ils préfèrent le faire complètement à part, et du coup, ça fait des vins beaucoup plus nets, beaucoup plus propres dès le départ, quoi. Voilà. Puis le deuxième intérêt de ça, c'est que c'est plus facile de refroidir le jus, donc on en profite pour le débourber. Et comme j'expliquais tout à l'heure, après, ce jus qui est très froid, en le réincorporant dans la cuve, ça nous permet de refroidir la cuve primaire de vinification. Voilà. D'accord, merci. J'ai une question pour Yannick, pour Bucher. La filtration tangentielle, quid de la déstabilisation des colloïdes, alors je parle, je ne sais même pas ce que je dis, hein, des colloïdes protéiques après filtration. Tu as compris, toi, je suppose. Parfaitement. Alors, oui, effectivement, c'était une crainte, en fait quand la filtration tangentielle est arrivée sur le marché il y a maintenant peut-être une vingtaine d'années, parce qu'elle était issue en fait d'un transfert de technologie. Elle était beaucoup utilisée sur la filtration de l'eau, donc avec des seuils de coupure assez serrés, et qui au final pouvaient détériorer et générer des rétentions importantes de ces colloïdes, dits colloïdes protecteurs. On parle beaucoup de manoprotéines ou de polyphénol, hein, principalement. Et donc effectivement, dans le passé, il y avait des rétentions importantes. Aujourd'hui, toutes les évolutions qui ont été faites au niveau du process et dans ce qu'on appelle nous la maîtrise de colmatage d'une membrane. Dans la filtration, il y a du colmatage. Un colmatage, ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est normal. Simplement, il faut le maîtriser. Et grâce à tout un certain nombre d'éléments qu'on met en œuvre pendant la filtration pour maîtriser ce colmatage, on n'a pratiquement pas de rétention de ces dites macromolécules ou cette structure colloïdale
des vins. Bien, Je ne sais pas si j'étais assez merci. clair. Écoute, la personne concernée peut de toute façon rentrer en contact avec toi. Hein. Voilà. Voilà. Je rappelle aussi globalement à toute la salle que j'ai vu qu'il y avait une quinzaine, une vingtaine de personnes qui nous avaient rejoints pendant la diffusion. Je rappelle à tout le monde que vous pouvez retrouver en streaming, si vous avez loupé le début, vous pouvez retrouver en streaming, bien évidemment, la totalité du webinaire à partir de la semaine prochaine sur le site Vignovin. Et là, vous pourrez retrouver les coordonnées d'ailleurs de la totalité des intervenants, notamment leur web et leurs coordonnées, si vous leur posez les questions en direct. Là, j'ai une question pour Dujardin. Donc, pour toi, Antoine, il faut que je la retrouve. Où c'est qu'elle est? Question Dujardin, oui. Comment améliorer la décision de la date des vendanges pour optimiser l'expression des tilleuls sur le Sauvignon blanc? C'est une très très bonne question. C'est une très très bonne question. Merci de l'avoir posée. Exactement, merci de l'avoir posé. Encore faut-il, parce que les tilleuls, si vous voulez, les tilleuls variétaux, pour ceux qui ne savent pas, les tilleuls variétaux, c'est des odeurs ou des composés aromatiques type agrumes, type pamplemousse ou buis. Tout dépend en fait de comment on va se situer. Donc déjà, on va partir de cette base-là, c'est quelle est la finalité? Quel type de tilleul? Quel type de profil aromatique on souhaite? Et puis, si je souhaite un profil aromatique plus variétal, donc plus tourné vers le buis, eh bien, je vais essayer d'aller sur des maturités qui sont un peu moins poussées, si je puis dire. Après, en termes de titre alcoométrique et puis d'acidité, ça, en fait, j'ai envie de dire, c'est votre expérience. C'est votre expérience terrain, parce que entre un Sauvignon qui va être fait sur tel secteur, avec tel type de sol, avec telle condition climatique, et puis un autre Sauvignon qui sera fait dans un autre secteur, on n'aura pas les mêmes profils. Donc, si vous voulez, des profils tiolés, il y en a tellement divers et variés que j'ai envie de dire, c'est votre expérience terrain. Par contre, ça nécessite quand même d'être très carré sur les contrôles de maturité, c'est-à-dire le pH, l'acidité totale, également la nutrition azotée, c'est-à-dire que savoir quelle est la concentration en azote ammoniacal à l'entrée sur mou, ça peut être intéressant parce que c'est ce qui vous permet aussi d'ajuster vos apports en azote, parce qu'on sait très bien que c'est ce qui va jouer aussi dans le process fermentaire sur la qualité aromatique. Voilà. Hein, donc, il y a tout un tas de facteurs qui vont faire que vous allez optimiser le profil aromatique de vos vins et notamment le profil tiolé. En tout cas, c'est une très très bonne question. Le mieux, Antoine, finalement, c'est de prendre directement contact avec toi pour entrer beaucoup plus dans le détail. Et bien évidemment, puisque là, l'idée, c'est bien évidemment de répondre aux questions, mais aussi que vous puissiez rentrer en contact avec les experts qui vous donneront beaucoup plus d'informations. Merci Antoine. J'ai une question pour un G20 et pour Romain concernant l'énergie grise. Donc, l'énergie grise, effectivement, on a bien compris, enfin, du moins, moi, j'ai bien compris que c'était toute l'énergie qui était nécessaire pour fabriquer le chai, pour les matériaux qui servaient à fabriquer le chai. Donc, justement, la question qui est posée, c'est quel serait le produit ou la matière première, autre que le béton, peut-être, pour diminuer cette part de matière grise, d'énergie grise, pardon. Et c'est également une très bonne question. Alors, au risque de me répéter, je vais redonner la définition de l'énergie grise. Donc, l'énergie grise, c'est donc l'énergie qui est consommée durant le cycle de production d'un matériau. Ce qui veut dire que plus le matériau est transformé, plus il consomme d'énergie grise. Par exemple, prenons l'exemple d'une brique. Une brique le matériel doit être extrait, puis il doit être chauffé, ce qui consomme beaucoup d'énergie. Donc, pour essayer de diminuer le plus possible l'impact en énergie grise, l'idéal est d'utiliser des matériaux biosourcés, tels que par exemple le bois ou bien la roche-mère de la localisation. Également, si l'on veut isoler son bâtiment, on peut utiliser du lin ou bien de la paille. Après, ce genre de matériau n'est pas du coup de tout le monde, puisque certaines personnes ont des préférences. Puis c'est également, ça peut être un petit peu onéreux d'utiliser du bois ou de la roche-mère pour faire son chai. Donc il existe certaines alternatives, certains hybrides, tels que le béton fibré, par exemple. Donc le béton n'a pas une part en énergie grise si importante que ça comparé à d'autres matériaux. Et le fait d'y incorporer de la fibre
baisse encore son impact carbone. Donc, il y a tout ce type de solutions exploitables pour baisser l'énergie grise de son bâtiment. Merci Romain, merci bien, c'est plus clair pour moi en tout cas. J'ai une question pour Biomérieux, mais qui est assez généraliste. En fait, on connaît la société Biomérieux, Jordan, pour son historique pharmaceutique, hein, je dirais, de cette partie-là. Et la question naturelle, c'est vous venez faire quoi dans le monde du vin? Donc, et pourquoi vous vous y intéressez? Alors, ouais, c'est vrai, c'est une bonne question également. Alors, déjà, pour Biomérieux, on n'est pas dans ce qu'on propose, on est vendeur de solutions, d'outils, de diagnostic pour la microbiologie. C'est-à-dire qu'on développe, qu'on conçoit, on fabrique des outils directement pour mettre à disposition des outils de diagnostic sur site, chez le client, chez l'industriel. Alors, on est aujourd'hui dans le domaine humain, très présent dans le domaine humain, on est très présent dans le domaine de l'agroalimentaire, et en fait, Biomérieux, bon, ça fait 40 ans qu'on fait de la microbiologie, on fait beaucoup d'arrachats de sociétés, et une société qu'on a rachetée dernièrement, c'est une société qui s'appelle Invisible Sentinel, qui est une société américaine, et qui a développé des outils pour le domaine brassicole et vinicole. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, on arrive sur le marché français, européen, avec des nouveaux outils qu'on propose du coup au domaine. C'est pour ça qu'on n'était pas présent auparavant, en tout cas dans le domaine brassicole et vinicole, et qu'on est présent aujourd'hui avec des outils de microbiologie. Bien, merci. Juste une petite réaction, Antoine, et quelqu'un qui me dit qu'il faut surtout pas oublier que le Sauvignon n'est pas le seul cépage de Richantiol. Hein, donc, n'oubliez surtout pas ça. Je pense que vous le savez tous. Quelqu'un le souligne, hein, quelqu'un le souligne. Donc, c'est interactif. Hein, donc, on voit la salle qui réagit tout de suite. Une question toujours pour Bucher, sur la filtration et sur les brettes. Donc, on parle de nettoyage très important. Est-ce que le filtre tangentiel est facile d'entretien? En fait, la question se continue avec la filtration tangentielle n'a-t-elle pas tendance à dépouiller les produits versus les autres technologies de clarification? Alors, bah, effectivement, ça aussi, c'est encore une très bonne question. C'est une question, effectivement, qu'on a systématiquement à chaque fois qu'on vient faire, par exemple, des essais en cave. Il y a toujours la crainte qu'on va détériorer le vin sorti du filtre tangentiel, parce que le filtre tangentiel, pour tout dire, on fait une filtration assez fine puisqu'on est sur 0,2 microns de diamètre de pore. Donc, tout de suite, on a l'impression qu'on va complètement déstructurer et dénaturer le produit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les éléments du vin qu'on veut conserver, toutes les molécules en fait constitutives du vin, en fait, ont des diamètres bien inférieurs à 0,2 micron. Donc, ça doit passer à travers. Si ça passe pas à travers, c'est qu'on ne maîtrise pas le colmatage, comme j'en parlais tout à l'heure. Donc voilà, c'est d'où tout là l'enjeu, c'est de pouvoir bien maîtriser ce colmatage pour que tout ce qu'on veut conserver du vin passe à travers et ne soit pas retenu. Voilà. Donc, et après, c'est effectivement l'expérimentation et les essais en cave chez nos clients qui vont permettre de le démontrer. Donc, c'est pour ça que nous, on propose beaucoup de démonstrations et c'est le meilleur moyen pour le vigneron de tester cette technologie-là sur son vin et de voir son impact sur son propre vin. Merci Yannick. Arnaud, une question pour toi. Pourquoi décider de travailler sur le collage dans votre programme agroœnologie raisonnée? Alors, oui, on a décidé de travailler sur le collage. Alors pourquoi? Effectivement, c'est le collage donc, qui consiste donc vraiment à faire enlever un petit peu toutes les particules du vin juste après le pressurage. Hein. Donc c'est vraiment pour commencer avant fermentation d'avoir le vin le plus propre possible. Donc c'est vraiment la première action, et c'est une action qui est extrêmement importante et délicate, notamment sur les blancs et les rosés, et qui a de plus en plus d'importance. On a dit effectivement aussi que de plus en plus de clients aujourd'hui, hein, on est plus sur du préventif que sur du curatif, hein, dans les années 80-70. Donc aujourd'hui, on remonte dans le process petit à petit. Et c'est vrai que l'atelier collage, cet atelier-là, où on réceptionne le raisin après le pressurage, là, il est vraiment clé financièrement aussi, hein, économiquement pour les caves. On va régler la turbidité, du coup on va avoir une fermentation qui va être plus propre, des arômes plus nets. Donc en fait c'est le début de l'histoire du vin entre guillemets en cave. Et alors c'est vrai que en plus, hein, avec une de nos marques, Martin Vialat, on a travaillé depuis les années 90 sur ce sujet-là. Donc tout naturellement, on a vraiment ciblé cet atelier-là comme point de départ pour
pour mieux analyser et mieux traiter les mous. Voilà. Bien, je te remercie Arnaud. Une question, mais je pense qu'elle est ouverte un petit peu à plusieurs d'entre vous, mais je vais la poser à Jean, puisque c'est lui qui a montré les solutions de débourbage, Jean de Lamoureux, hein, Jean Arpin. On me dit, est-ce qu'une opération de débourbage sur un rouge entraîne une perte aromatique? Alors là, je laisserai sans doute répondre les autres experts, parce que nous, on est experts en thermique, et donc on sait trouver la solution pour le faire en froid. Après, alors, le côté impact du vin, voilà, je laisse parler les œnologues. Qui veut répondre? Débourbage, perte en arôme, oui ou pas? Pas évident. Sincèrement, c'est pas évident parce que quelle est la consigne de turbidité qu'on va fixer au moment du débourbage? Et en fonction de la consigne de turbidité, on n'aura pas du tout le même profil aromatique. Donc, c'est vrai que ça peut être une réponse de Normand, j'ai envie de dire, mais on le sait déjà très bien par exemple, sur les blancs, en fonction de la turbidité fixée au moment du débourbage, on n'aura pas les mêmes profils aromatiques. J'imagine que cet aspect-là, il est tout à fait duplicable sur les rouges, quoi. Ouais, je confirme ce que tu dis, Antoine, et aussi l'outil de collage qui est utilisé, le produit qu'on va utiliser, est aussi très impactant parce qu'on a vu qu'on avait des produits aussi qui dépouillaient plus que d'autres au niveau, alors certes du polyphénol, mais qui vont aussi entraîner une perte d'arôme dans certains cas. Donc c'est pour ça qu'il faut être de plus en plus précis, de plus en plus fin sur le collage par rapport à ça. Et donc du coup, l'outil, voilà, les matières premières d'utilité du collage vont être clés pour limiter la perte aromatique. Ouais. Bien, écoutez, j'espère que ça a répondu à vos attentes. J'ai une question pour Biomérieux et pour Jordan. On me parle de l'outil Veriflow. On me demande s'il est disponible, accessible. Alors, on me parle du coût, mais le coût, c'est une problématique que j'aimerais pas qu'on aborde franchement maintenant. C'est plutôt de savoir s'il est disponible et où on peut le trouver. D'abord, c'est quoi Veriflow? Veriflow, en fait, c'est notre PCR, donc c'est l'outil de détection, quoi. C'est l'outil qui permet d'amplifier les Brettanomyces ou les bactéries lactiques avant d'en faire la détection sur des petites cassettes, en fait, à l'image d'un test de grossesse. Donc le Veriflow, grosso modo, c'est notre outil que nous commercialisons. Ben, c'est disponible en France, hein, parce que depuis le rachat de cette société Invisible Sentinel, donc Biomérieux est propriétaire maintenant et donc, on a toutes les équipes qui sont dédiées au domaine vinicole, comme brassicole. Et du coup, il est disponible en France dès maintenant, sans souci, avec l'ensemble de nos équipes Biomérieux qui sont en support et au niveau de l'équipe commerciale également sur cette activité. Alors, on le retrouve dans un réseau de revendeurs ou c'est directement Biomérieux qui gère ça? À ce jour, c'est directement avec Biomérieux. Donc, le mieux pour le coût et pour les négociations, il faut le faire avec toi. Exactement. Donc, je vous invite à vous rapprocher de Jordan. Vous avez ses coordonnées pour négocier cette partie-là. Une question, j'ai une question pour. Alors, attendez, il faut que je la retrouve. Elle est pour Valin. Tangentielle. Oui, pour la filtration tangentielle. Comment se passent les vins rouges jeunes de l'année, très colmatants et qui présentent un débit de filtration très lent, même en filtration tangentielle? Faut-il envisager un collage ou une préfiltration? Alors, effectivement, on va constater que plus le vin est trouble, plus ça va avoir un impact effectivement sur le débit de filtration. Voilà. Ceci dit, la charge en turbidité d'un vin, c'est pas l'élément premier, ça va plutôt être sa structure. Et donc effectivement, un collage en amont va favoriser, on va dire, la filtrabilité du vin, et donc va rendre les performances en filtration bien meilleures. Après, c'est en fonction des différents équipements de filtration tangentielle qu'on va trouver sur le marché. Chacun a un petit peu sa recette pour filtrer les vins. La note est plutôt de dire que plus le vin est difficile à filtrer, plus il faut filtrer lentement pour éviter trop de le stresser et de ne pas travailler à des fortes pressions. Donc, on préfère travailler plus lentement, à des débits beaucoup plus stables, et derrière, en fait, on va éviter de travailler à des pressions très très élevées pour éviter effectivement de trop stresser le vin. Hein. Quand on dit de travailler à des faibles pressions, c'est 0,7 bar. Voyez.
Donc, on est vraiment des pressions très douces. Mais oui, c'est plutôt important de le coller avant si possible. La pré-clarification n'apporte pas grand-chose dans notre cas de figure, en tout cas. D'accord. Bon, c'est précis, c'est très précis. Romain, une question intéressante. Le CO2 produit par la fermentation, on sait ça tous, est très dangereux. Et en plus, il a bien évidemment un problème environnemental. Est-ce que tu connais, est-ce que Engevin connaît un système alors comment on pourrait dire, de séquestration du CO2? Oui, tout à fait. Alors, en effet, le CO2, on le sait tous, a des propriétés mortelles et est responsable de la concentration des gaz à effet de serre. Effectivement, il existe des systèmes qui permettent de réaliser une captation du CO2. Donc, tout simplement, c'est un système, on peut dire, un petit peu artisanal dans un premier temps qui capte, qui se met au-dessus du chapeau des cuves et qui permet de capter le CO2 et de l'amener donc dans un système qui va réaliser une précipitation du CO2 en bicarbonate. Ce bicarbonate peut ensuite être utilisé soit pour la protection du vignoble ou alors comme détergent à des fins sanitaires dans le chai. L'inconvénient de ces dispositifs-là, c'est que à l'heure actuelle, ils ont un rendement de conversion en bicarbonate faible, c'est-à-dire que le taux de CO2 capté converti est de l'ordre de 30 à 40%, et que ces solutions sont quand même assez onéreuses. On les retrouve notamment dans certains châteaux bordelais, des grands crus classés ou des crus bourgeois. Nous, on a connaissance de ces dispositifs, mais comme notre travail, c'est quand même de concevoir des outils à un meilleur rapport qualité-prix, on ne les met pas en avant, mais on est bien conscient que ces solutions existent. Merci Romain. Jean, une question concernant les cobots et les robots effectivement dans les caves. Est-ce qu'aujourd'hui, on connaît d'autres applications dans les chais que celles que tu nous as montrées? Oui, alors nous, on a développé la première application avec un cobot pour véhiculer des barriques dans les chais à barriques, pour prendre la barrique dans le chai à barriques et l'emmener au poste de nettoyage. Donc en autonomie complète, ça charge le laveur et après ça ramène la barrique propre aux opérateurs qui sont en train de faire le soutirage. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui existe sur le marché et voilà. Et après, on réfléchit pour d'autres applications comme déplacer les bouteilles, par exemple, dans les stockages, des choses comme ça, les amener au plus près de l'habillage, ou alors au moment des écoulages, d'amener vers le pressoir directement les mares. Voilà. Donc ça, c'est des technologies qui rentrent vraiment de plus en plus. Ouais. Oui. D'accord. Une question là sur le cobot que tu nous as montré. Oui. Pour avoir une idée du nombre de cobots nécessaires, d'abord sur le volume que peut transporter un cobot, et mettons sur une cave qui vinifierait, on va dire, allez, 500 hectos. C'est pas une très grosse cave, mais 500 hectos, il faudrait, pour pouvoir garder la fluidité des apports de vendange, il faudrait investir dans combien de cobots pour pouvoir garder la fluidité? Minimum, il faut 2 à 3 cobots. Après, suivant les cadences de remplissage, s'il y a 2 réceptions vendanges, par exemple, on peut monter jusqu'à 4 cuvons autonomes. Comme ça. Voilà. 4 cuvons. Et on me demande quel est le cépage que tu as utilisé pour le débourbage? Cabernet et Merlot sur Bordeaux. Et pourquoi? Et est-ce que ça marche sur tous les cépages? Parce que là, on ne me précise pas, on me demande pourquoi tu as utilisé ce cépage. Parce que c'est celui qui est dans la région, je suppose. Oui, voilà, nous c'est sur Bordeaux, hein. C'est des châteaux sur Bordeaux là qui mettent de plus en plus, qui ont cette tendance-là. Ouais. Voilà. D'accord. J'avais une question il faut que je retrouve la question. Oui, pour Bucher. Alors là, c'est sur la filtration tangentielle, une récente affaire concernant les dérivés des vins du Languedoc de molécules issues de traitement des résines par l'acide chlorhydrique fait l'actualité. Je suppose que vous avez entendu parler de ça. Y a-t-il des innovations pour éviter ce désagrément? Alors, je ne sais pas si c'est pour qui d'ailleurs qui peut répondre à ça. J'aurais souhaité rapidement, on répète la question. Alors, une récente, sur la filtration tangentielle, on commence comme ça la question, une récente affaire concernant des dérivés dans des vins du Languedoc de molécules issues du traitement des résines
par de l'acide chlorhydrique fait l'actualité. Y a-t-il des innovations pour éviter ces désagréments? Donc, on doit certainement parler d'un traitement de vin en passant par des résines, certainement, et qu'on doit certainement parler à un moment donné de régénération de ces résines via une procédure à l'acide chlorhydrique, et certainement d'une mauvaise manip qui a dû être faite, et il y a dû y avoir effectivement des traces qui ont dû être retrouvées dans un lot de vin, effectivement. Alors là, moi, je ne suis pas trop bien placé pour savoir quelle solution technique apporter pour éliminer ces résidus. Arnaud, je tu sais confirme, plus? enfin, je confirme ce que dit Yannick. Effectivement, c'est les résines échangeuses d'ions, hein, pour Exactement. effectivement voilà, pour diminuer aussi effectivement le pH notamment. Et donc c'est dans le processus de régénération où en fait différents procédés sont utilisés. Bon, le procédé a été effectivement mal maîtrisé par la société qui vendait vraisemblablement. Et donc, alors à ma connaissance, il n'y a pas d'alternative à ce genre de société. Il existe d'autres façons de régénérer les résines qui fonctionnent bien et qui n'ont pas de problème de dégradation de la résine et donc du coup de contamination du vin. Donc non, c'est un procédé qui quand même fonctionne. Par contre, il faut faire attention et prendre les précautions d'usage, notamment et notamment faire attention sur l'outil qui est utilisé pour régénérer ces résines. Je crois que c'est surtout ça qui est la clé, donc faites bien attention là-dessus. Mais autrement, ça reste quand même les résines échantillons uniquement des outils qui fonctionnent bien. Mais c'est plus la mise en œuvre et la pratique, je dirais qu'il faudrait, il faut bien faire attention. Voilà. Il faut faire conseiller. Antoine, oui. Ouais, moi j'ajouterais également aussi sur le cahier des charges en amont sur la nécessité d'avoir un vin qui puisse passer sur résine. C'est-à-dire que ça fait partie aussi des bonnes pratiques. Finalement, si on a un vin qui est trop chargé, forcément, on risque de colmater très rapidement les résines. Ça, c'est la problématique de cette méthodologie-là. Voilà. Donc, ferme la parenthèse. J'ai une question pour toi, justement, Antoine. Donc, pour des vins sans sulfite ou avec une concentration très faible, que préconise Dujardin Savron pour la méthode d'analyse? Alors, c'est vraiment une tendance effectivement très lourde. C'est une bonne question parce que, vous savez, la méthode officielle, c'est le Franz Paul. Voilà, on va extraire en fait par un flux d'air le SO2 et l'entraîner au sein d'un barboteur, puis faire une titration acido-basique finalement. Et donc cette méthode-là, le Franz Paul, c'est la seule et unique méthode pour valider des vins pauvres ou sans SO2. Voilà. Qu'on soit clair là-dessus, c'est la seule et unique méthode. Voilà. J'ai encore une question pour Bucher. Pour la filtration tangentielle, avez-vous des retours sur l'impact de moussabilité des effervescents résultants? Alors, il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact puisqu'on traite effectivement beaucoup de vins dits effervescents. Alors, soit effectivement de cuve close, soit des vins avant la prise de mousse en bouteille. Donc, en fait, à partir du moment où on n'a pas d'impact, nous, sur la composition et surtout la composition protéique du vin, c'est plutôt cet élément-là qui vient jouer sur la moussabilité du vin. Et donc, on ne vient pas du tout toucher ce critère-là. Donc, il n'y a pas d'impact du tout de la filtration tangentielle, du moins, sur ce critère-là. Bien. J'ai une autre question, il faut que je la retrouve. Mais non, celle-là, je l'ai déjà posée, donc je suis en train de refaire le tour des questions pour voir si j'ai bien posé toutes les questions. Il me semble qu'on est arrivé au bout de la totalité des questions. Je vérifie. Ah oui, non, j'en ai une qui est pour la filtration tangentielle. Est-ce qu'elle est, bon, je ne pense pas que ça pose de problème, est-ce qu'elle est autorisée pour les vins bio? Alors oui, c'est une question qu'on nous pose très régulièrement puisque il y a effectivement une croissance importante de production en vin bio. Donc oui, on peut le dire, la filtration tangentielle est autorisée et certifiée pour la production de vins bio. On peut retrouver d'ailleurs sur les documents délivrés par Ecocer
cet élément-là. Je rajouterai juste un bémol qui concerne la biodynamie, puisque la filtration tangentielle n'est pas autorisée, n'est pas certifiée donc pour les vins issus de biodynamie. Et on peut également retrouver ces éléments-là sur les documents ou sur le site de Déméter. D'accord. Antoine, on me dit comment puis-je contrôler simplement la concentration en cuivre dans mes mous? Ah, très très bonne question. C'était le cas notamment sur le millésime 2019 sur la région Bourgogne. Vous savez, la grappe de Pinot Noir, c'est une grappe qui est très serrée. Et le millésime 2019, c'est un millésime où il y a eu très peu de lessivage. Donc pour contrôler, en fait, avec un petit photomètre, nous on a développé un petit photomètre qui s'appelle le DS Sonophoto. Eh bien, on va pouvoir faire un dosage colorimétrique et donc avoir une lecture directe du résultat sur votre smartphone. Et ça, c'est vraiment très pratique. Voilà. Jean pour Lamoureux, notamment, on me parle pour le refroidissement pour les cuves de traitement des jus. Quel type d'échangeur faut-il mettre en place? Drapeau, serpentin, et quelle serait la surface d'échange nécessaire? Alors, c'est en fonction de la cuve qu'il faut dimensionner l'échangeur. Après, on peut mettre tout type d'échangeur sans problème, mais il faut mettre une grosse surface d'échange. Donc, si on met des serpentins ou des drapeaux, ben, ça prend beaucoup de place dans la cuve, donc après, c'est plus compliqué à nettoyer. Donc, l'idéal, c'est d'avoir une cuve qui a déjà un échangeur intégré à la cuve avec une grosse surface d'échange. Voilà. Après, on a une solution, c'est de mettre un serpentin de paroi à l'intérieur de la cuve qui va se retrouver à 5 cm de la paroi et on peut monter très très haut en surface d'échange. Voilà. D'accord, très bien. Jordan, mais je pense que tu as déjà, mais je pose la question, quel outil proposez-vous pour la détection des flores d'altération? C'est peut-être la réponse que tu as donnée tout à l'heure. Ouais, donc l'équipement, c'est le Veriflow. Et les paramètres qu'on propose, donc c'est Brettanomyces bruxellensis essentiellement et les bactéries lactiques. Donc et tout passe sur le même système. Le Veriflow, PCR en point final. Le test PCR, on sait tous ce que c'est maintenant. Hein. C'est de la biologie moléculaire en effet. Et puis en fait, on repose sur deux principes pour notre technologie. On a la biologie moléculaire et pour la détection, c'est de l'immunoessai. Donc, on est sur une petite cassette qui permet d'obtenir le résultat très rapidement visuellement et également avoir une information quantitative. Moi, je trouve que ça fait mal au nez, le test PCR. Hein. Je vous dis, pour y être passé, voilà. Donc, bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour des questions. Vous êtes encore nombreux dans la salle, hein, donc toute l'attention et toute. Merci d'être resté. Vous êtes encore plus de 80 dans la salle, donc merci d'être resté avec nous aussi nombreux. On arrive au terme de notre. On avait dit 1h30 et vous voyez, ça fait 1h28 qu'on a commencé. Donc, on arrive au terme de ce webinaire. Et ben, je tiens à remercier nos intervenants pour la qualité et l'interaction qui s'est bien passée, la fluidité de ce webinaire. Vous avez été tous au top. Merci à la salle pour votre fidélité et puis pour la pertinence de vos questions. Vous avez un peu piégé certains de nos experts, c'était intéressant aussi. Et bien, je vous donne rendez-vous à un prochain webinaire. On aura l'occasion d'en refaire pas mal d'autres. D'ores et déjà, demain, ce sera pour la partie viticulture. Ce sera sûrement pas tout à fait la même salle, sauf s'il y a bien évidemment des vignerons et viticulteurs qui sont avec nous aujourd'hui, et je sais que c'est le cas. Donc, on se retrouve demain à 11h pour la viticulture. Maintenant, je vous dis, prenez soin de vous tous, et je vous dis à bientôt, mes amitiés à tous, et on se retrouve bientôt. Au revoir. Au revoir à toi. Merci. Au revoir à tous.